Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis d'accueillir ce soir l'écrivain Théo Ananisso pour cette deuxième rencontre du cycle, en effet, écrivain francophone. Alors, Théo Ananisso, je vais donner quelques éléments biographiques rapides, est né en 1962 en Centrafrique, mais de parents togolais. Il a passé son enfance en Centrafrique, son adolescence au Togo. Il a fait des études de lettres en France. Il a soutenu une thèse à l'université Paris 3, donc à la Sorbonne Nouvelle, sur la littérature africaine. Il a commencé à enseigner dans les années 1990 en région parisienne, puis à l'université de Cologne, ensuite à Düsseldorf, et puis il s'est quelque peu éloigné, disons, de l'enseignement pour se consacrer à d'autres activités professionnelles et à son œuvre d'écrivain. Il vit aujourd'hui en Allemagne, mais il revient régulièrement au Togo, puis il circule évidemment assez souvent en France, j'imagine ailleurs aussi, en Europe. Voilà. Il a publié plusieurs romans chez Gallimard, mais aussi dans une petite maison d'édition que j'aimerais saluer au passage, la maison Elisade, qui est une maison tunisienne qui, depuis 2005, s'est assez fortement engagée dans la publication d'auteurs francophones, mais pas seulement. Donc, le roman pour lequel nous l'avons invité ce soir est le roman Delicatessen, publié donc en 2017 chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Donc c'est un roman, moi, que j'ai trouvé absolument passionnant. Je lui ai dit d'ailleurs, je l'ai lu d'une traite. Et c'est un roman qui m'a beaucoup intéressé, d'abord pour sa dimension politique. Premier aspect, première question que je vais lui poser. Alors, oui, le principe, je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre de rencontre, c'est qu'on s'entretient un peu, mais qu'ensuite on passera la parole à la salle, si vous avez des questions, bien sûr, à lui poser. Donc la première question concerne la dimension politique du roman. C'est une critique de ce qu'on pourrait appeler avec, disons, l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, une critique de l'Afrique décolonisée. Alors, un certain nombre d'écrivains africains de langue française, évidemment, ont fait cette critique. Je pense, par exemple, parmi bien d'autres, à Amadou Kourouma, Calixte Peyala, Léonora Miano, Mbembe aussi, enfin des romanciers et des intellectuels. Vous avez notamment, page 117, disons, votre personnage a cette phrase assez forte. Énéas, c'est donc le personnage principal. Énéas est un Togolais qui vit au Canada, qui est revenu passer une certaine période au Togo. Il débute une histoire, disons, avec une jeune femme, Sonia, qui est animatrice de radio et de télévision, qui est très belle, qui a aussi un restaurant, et puis très vite, cette histoire se complique parce que Sonia est convoitée par un certain nombre d'autres, hommes africains, dont un personnage peu recommandable, mais très puissant, Jean Aka, on va en reparler, le patron des renseignements généraux de Togolais. Et très vite, Énéas est confronté à la brutalité, on va dire, du régime militaire qui règne dans le pays. Et à propos justement de la situation politique, Énéas est envahi par, dit le narrateur, un sentiment qui est un mélange de tout ce que lui fait ressentir le pays, l'Afrique et son histoire interminablement dégueulasse. Donc, il y a cette dimension-là. Mais ici, plus particulièrement, même s'il s'agit d'une fiction, il y a un espace référentiel qui est nommé explicitement, c'est le Togo, pays que vous connaissez bien. Alors, pourquoi particulièrement, justement, ce pays parmi tous les autres que vous auriez pu, disons, évoquer en Afrique de l'Ouest francophone? Comment dire, j'ai écrit plusieurs romans déjà parus chez Gallimard où j'essaie plutôt d'être dans la fiction, dont on n'est pas nommé directement. Et il s'est trouvé que là, ça c'est le 6e roman, et j'ai éprouvé le besoin, avec le temps et avec un peu l'âge aussi,
comment dire, de désigner les lieux de mon enfance dans ce que je fais en tant qu'écrivain. J'ai choisi l'option dès le départ d'être très descriptif. Et donc, il y a toute une dimension de la description des lieux physiquement, des villes, du paysage, de l'océan, etc. Et je n'arrivais pas à voir, comment dire cela, à ne pas nommer, à ne pas nommer les lieux tels que on les appelle, tels qu'ils sont connus. Et c'est une option que j'ai prise naturellement. Je ne sais pas s'il y a un risque là-dedans, mais je voulais quand même décrire, je voulais nommer les lieux de mon enfance, les lieux où j'ai vécu, les lieux où vivent les miens, etc., dans ce roman. C'est pour cela, en fait, que j'ai carrément décidé donc, de nommer Togo, Anéro. Ce sont des lieux qui existent. Donc, voilà un peu la première explication que je pourrais donner. Il faut aussi dire que des gens comme moi, quand on fait des études en Europe, quand on est en France, on est habitué, ou en Allemagne, ou ailleurs, on est habitué. Mais quand, comme moi, on vient de l'extérieur, l'idée que Paris ou la Normandie soit dans les livres, dans les romans depuis des siècles, est une chose extrêmement magnifique. C'est-à-dire, on n'y est pas habitué parce que moi, les lieux de mon enfance, les lieux de ma vie n'ont jamais existé dans les livres. Ça peut paraître banal, mais pour moi, c'est extraordinaire. Vous comprenez? Et donc, quand on dit la Normandie, on va chez Maupassant, on l'a, ça, Normandie. Peu importe que ça corresponde à la réalité ou pas. Vous avez des Thionville ou pas dans Madame Bovary, vous avez Paris dans Balzac, vous avez ces lieux-là qui existent, même si ça ne correspond pas forcément à la réalité actuelle ou pas. Et donc, ou chez Proust ou ailleurs. Et donc, il y avait ça aussi derrière tout ce que je fais. Au bout du compte, il y avait aussi cette intention, cette envie j'allais dire, c'est prétentieux naturellement, de graver un peu comme ça dans le papier ces endroits. Et je dois dire, pour finir, que ces dernières semaines, j'ai reçu, mais je n'ai pas pu m'y rendre parce que j'étais occupé, mais j'ai reçu donc d'une association de lycéens, d'élèves de ces 3 villes que j'évoque dans mon roman, qui souhaitaient faire un travail de ce genre, c'est-à-dire à Lomé, qui voulaient venir, que je revienne et qu'avec moi et le roman, qu'on puisse refaire à pied, si je puis dire, visiter ces lieux que j'ai décrits, parce que ce sont les villes où ils habitent. Et naturellement, j'y ai projeté mes propres fantasmes. Et ils voulaient revoir ça avec moi ensemble. Et c'est une chose que je ferai sans doute d'ici la rentrée scolaire prochaine. Et c'est déjà quelque chose qui me fait plaisir. C'est un peu ça derrière. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, hein, mais... Si. Ouais. Et faire exister l'Afrique comme imaginaire littéraire, disons, de langue française, mais autrement aussi que comme objet d'exotisme africaniste aussi, c'est ça? Oui, je pense. Déjà, tout à l'heure, vous aviez évoqué donc, Elisade. J'ai publié, avant ce roman, j'ai publié chez Elisade un autre roman qui s'appelle intitulé Le sol est censé brûler, où explicitement j'ai voulu que le dernier chapitre en fait soit consacré. À un moment donné, les 2 personnages principaux vont traverser la ville et le narrateur les suit sur je sais pas des kilomètres, où il traverse la ville de Lomé entre l'océan et les hauteurs. Et c'est l'occasion pour le narrateur de décrire ce qu'il traverse, les lieux, parce que Lomé, comme pour dire rapidement, vous savez, toutes les villes de l'Afrique de l'Ouest, depuis le Nigeria jusqu'à sans doute entre Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria, je pense, il faudra que les spécialistes confirment, il y a sans doute des mers intérieures, c'est-à-dire des grands lacs, des lacs. J'imagine que la mer s'est retirée à un moment donné, je ne sais plus à quelle époque, et vous avez des lacs comme ça qui sont souvent à quelques dizaines de kilomètres de l'océan. Et donc, voilà, alors ça donne une particularité à ces villes, Abidjan, Lomé, Cotonou, etc. Et donc, c'était intéressant de décrire ces lieux, voilà, de suivre les personnages et de décrire ces villes qui ne sont pas des villes achevées, hein, mais quand même, qui sont des cadres dans lesquels vivent les gens. Et donc, voilà. Et c'est vrai que la description de l'océan, sur ces plages qui ont l'air absolument magnifiques, sont très belles et c'est vrai, donnent envie, comme les personnages, d'aller se baigner là dans cette... Oui, c'est la dimension. Enfin, il y a, dans ce roman, il y a tout ce que vous voulez dire, il y a mais il y a cet élément-là qui est comme ça, qui n'est pas forcément revendiqué, mais qui est là. Et lorsque l'éditeur a
en présentant la chose, enfin la quatrième couverture, à considérer la quatrième couverture en évoquant les différents lieux, les noms des villes, ça m'a fait plaisir parce que ça donnait physiquement, ça soulignait un peu mon intention un peu derrière. Mais ça, c'était un aspect personnel en fait, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension d'éloge du lieu, Oui. de la beauté du lieu, comme d'autres. Par exemple, Senghor a pu chanter oui, voilà. son Sin Saloum, des paysages comme ça, chers. Je vois, oui. Enfin, les choses n'existent que dans nos têtes, je crois. Ouais. C'est-à-dire que je pense que, comment vous dire, même les lieux les plus, qui ne sont pas forcément extraordinaires, mais si c'est sublimé dans la littérature, ou s'il y a une belle histoire d'amour qui s'y passe, comme Les Amants de Vérone, ou je ne sais, vous savez, au cinéma comme en littérature, il y a cette possibilité pour les écrivains ou les cinéastes de sublimer les lieux, et qui ne sont pas forcément conformes à la réalité. Mais moi, j'ai voulu faire ça par rapport au Togo aussi. C'est une façon aussi de prendre acte de la déception permanente qui est l'Afrique, qui est le pays. Et, quand on est plus jeune, on pense on voit un peu que ça va être idéal, ça va être bien, ça va changer. Et puis vous grandissez, vous vieillissez, 40, 45 ans, 50 ans, et vous vous apercevez qu'en réalité, probablement, vous allez disparaître et que vous ne verrez pas le bout, vous ne verrez pas l'idéal que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Essayez de sublimer ça par l'écriture, en espérant que c'est une façon aussi de contribuer politiquement aussi, c'est-à-dire donner aux gens, tous ces gens qui quittent, comme toute cette jeunesse qui quitte leur lieu de naissance, s'ils peuvent arriver à lire, c'est de leur donner, comment dire, de la valeur au lieu qui les a vus naître, c'est-à-dire où ils ont grandi, soudain. S'ils voient ça dans les livres, soudain, je ne sais pas si je fantasme ou si je suis idéaliste, mais je pense quand même que ça joue beaucoup de pouvoir, de pouvoir mettre ça dans les livres. Voilà. Et alors, Énéas, votre personnage, dont on peut penser qu'il vous doit un petit peu quelque chose, enfin, que peut-être vous êtes un peu projeté, un peu seulement, hein, c'est un personnage fictif, bien sûr, mais c'est un Togolais éduqué, qui vit depuis longtemps à l'étranger, au Canada en l'occurrence, et qui revient avec lui aussi beaucoup d'espoir, et qui quand même est très déçu par la société qu'il découvre. Et pour le Togo en particulier, puisque c'est encore une fois, hein, c'est un pays qui pour le coup est très précisément nommé sur le plan topographique. Le problème, c'est, d'après lui, d'abord un problème d'élite. Enfin, c'est d'élite. Il dit, page 114, à propos des dirigeants au fond, hein, du pays, oui. Ce sont des êtres primaires. Ils ne sont pas l'élite naturelle de ce pays. Nous avons affaire à des usurpateurs inouïs. Une vraie désolation. Oui. L'histoire, ces choses sont complexes. Il ne faut jamais naturellement généraliser, mais il faut imaginer l'Afrique, il faut imaginer le Togo, ou ailleurs, que vous avez des gens, des pauvres femmes, travaillent, accouchent dans des conditions difficiles, vraiment généralisées, su sang et eau pour élever des enfants qui grandissent et qui ensuite leur échappent. Et ces enfants ne reviennent pas, j'allais dire, améliorer leur existence. C'est-à-dire que ces gens font, soit parce qu'ils partent dans le monde, soit parce qu'ils vont dans la réalité actuelle moderne, ne leur profitent pas. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, depuis mon enfance, j'ai 56 ans, vous avez toujours ces exemples de bonnes femmes au marché, dans les milieux ruraux, et vous avez l'impression que ces gens ont mis au monde des enfants, et ces enfants deviennent souvent de très bons, des gens de bonne qualité, des juristes, toutes sortes de choses. Ils restent en exil, ou se fourvoient en politique ou dans je ne sais quoi, et ne reviennent pas, j'allais dire, influencer la vie, le destin de ceux qui les précèdent, de ceux qui les ont mis au monde. C'est une réalité. L'élite africaine, c'est vraiment un problème, c'est que il faut qu'on ait en esprit ceci. Mais le dire, ce n'est pas du tout critiquer que ce soit, mais il faut savoir qu'il y a une guerre féroce qui est menée contre cette élite, soit pour la corrompre,
soit pour l'acheter, ou je ne sais pas comment vous dire, ou simplement parce que, pour ce qui concerne par exemple les gens qui travaillent, que sont les médecins, et quand ils reviennent, ils ne peuvent pas se déployer ce qu'ils sont. Très souvent, ce qu'ils sont ne peut pas être, j'allais dire, utilisé, ou on ne peut pas en tirer profit localement. Il y a tout ce problème. Et il y a aussi la politique, donc également. Et tout ça fait que on a une élite qui n'a, qui ne, génération après génération, ça ne profite pas, je veux dire, au pays. C'est un peu quelque part. D'ailleurs, à un moment donné, dans le roman, vers la fin, Énéas et Victor Timmy, quand ils dînent ensemble, il regarde, Énéas regarde l'autre et dit, il lui trouve ses qualités, mais il dit, ça ne va profiter à personne, ni à lui-même, ni au pays. Parce qu'il faut aussi des contextes, il faut pas mal d'éléments. Donc il y a, je ne sais pas comment on peut nommer ça, mais c'est un fait. Et je ne sais pas s'il faut en parler moralement, mais c'est un fait que l'élite n'aide pas beaucoup. Voilà quoi. Je ne sais pas. Oui, il y a cette idée que, bon, au Togo, comme malheureusement dans plein d'autres pays, disons, subsahariens, la classe dirigeante est un obstacle, au fond, au développement du pays. Tout à fait. Par sa captation du pouvoir, voilà, et des richesses. Oui. Et souvent des deux, d'ailleurs. Oui, voilà. Oui. Pour le Togo, pour qu'on comprenne un peu, c'est quoi, en fait, l'indépendance en 58-60, il y a eu une catégorie de gens qui, par la formation et par la qualité, par l'aspiration, enfin, tout ce qu'on veut comme idéal patriotique, donc, arrachent une vraie indépendance. Et en 63, on coupe la tête donc, de cette catégorie, de ce groupe social, c'est-à-dire le président est tué d'une mort violente, donc c'est la débandade, tous ceux qui l'ont entouré sont chassés, pourchassés, et de Togo, et comment dire ça, et un président qui, un an auparavant, je vous le dis, c'est littéral, écrivait une lettre pour demander un emploi de ce qu'on appelle en Afrique un planton. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça existe aujourd'hui. Ce sont les gens qui sont dans les immeubles et les ministères qu'on envoie acheter le café ou les petites courses. On a retrouvé cette lettre. Cet homme qui était dans l'armée donc française comme cuisinier donc en Algérie, et a été démobilisé puisque en 62 c'était la fin de la guerre d'Algérie, et qui rentre et qui a demandé. C'est là, vous voyez le niveau où il situait ses prétentions dans la vie. Et cet homme va gouverner le Togo pendant 38 ans. Donc vous voyez, vous imaginez toute la violence qu'il va générer dans la mesure où il faut qu'il sans cesse il prouve qu'il est le vrai chef à l'égard de gens qui sont, je veux dire, d'une compétence en commune mesure avec ce qu'il lui peut. Et donc c'est cela l'histoire du Togo, c'est cette violence-là que pendant 40 ans, et aujourd'hui son fils est au pouvoir, donc ça fait 51 ans que le pays subit cette affaire. Et donc, c'est simple, ou bien on se soumet à lui et on essaie de vivre, on peut, quelque chose qu'on est, ou bien on reste en exil, ou alors on est mort. Et c'est ça les trois possibilités qui s'offrent. Et donc, rien n'est possible dans ces conditions, dans la mesure où c'est un non-sens absolu, mais qui a eu lieu, qui a lieu. Vous voyez, c'est vraiment ça l'histoire du Togo. Et il se trouve que moi, à titre personnel, j'ai grandi au Togo, mais je suis né en Centrafrique. Et je crois que vous vous souvenez peut-être un peu de Bokassa, un peu, vous voyez. Eh bien, ça, c'était mon enfance. Et voilà aussi des cas, des choses comme ça. Et c'est souvent, c'est-à-dire que, comme le pouvoir est quand même une source de jouissance et je sais pas, de tout ce que vous voulez, et bien, les brutaux, les gens brutaux, etc., par le biais quand même de pas mal d'appuis extérieurs, s'imposent au pouvoir, et à partir de là, ils ne font que persécuter tous ceux qui pourraient agir, pourraient faire en sorte que la vie soit autre que ce qu'elle est, quoi. Voilà en gros la réalité. C'est voilà le fond en fait de l'histoire de mes romans. Oui, et il y a un vrai sentiment de révolte qui sourd de ces romans, à la fois une exaspération et en même temps un
pessimisme qui confine aussi au désespoir. Alors certains écrivains africains comme Kourouma par exemple, dont Monet au trajet des filles, ou dans En attendant le vote des bêtes sauvages, ou Henri Lopez dans Le pleurer rire par exemple, ont mis en scène des dictateurs aussi féroces finalement que ceux qui sont au Togo, mais en utilisant des formes de parodie, de caricature pour montrer mais pour dénoncer évidemment cette brutalité-là. Oui. Là, parfois, on a l'impression qu'on peut seulement se résoudre à renoncer à ce que les choses changent. Mais il y a un personnage positif que vous évoquez très rapidement, qui a joué un rôle important, je crois, dans l'histoire du Togo, mais brièvement, au tout début de l'indépendance, et qui aurait pu représenter une alternative positive, mais il a été très vite balayé. C'est Sylvanus Olympio. Oui, est-ce que vous pourriez nous parler de cette figure historique? Oui, Sylvanus Olympio, je ne sais pas à quoi vous comparez, c'est un nom magique, c'est-à-dire c'est un homme qui est né, je crois, en 1901, à peu près. Pour que vous compreniez rapidement tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo en l'occurrence, comment vous dire cela? Il y a eu avant la colonisation de la traite négrière. Et donc, on prenait des gens, vous savez, on les attrapait, enfin bref, on les déportait. Et les choses ont aussi changé parce qu'il y a eu abolition de l'esclavage là-bas, au Brésil, aux États-Unis, etc. Et à un moment donné, il y a eu des gens, il y a eu un reflux. C'est-à-dire qu'il y a eu comme en Sierra Leone ou au Libéria, ou Libreville. Ce sont des endroits où on a finalement des Noirs ont choisi de retourner, où on a voulu se débarrasser d'eux parce qu'il y en avait trop. À un moment donné, aux États-Unis, il y en avait beaucoup plus que des Blancs. Fait tout ça. Et donc, il y en a qui sont revenus, mais ils ne savent plus d'où ils sont partis ou d'où sont partis leurs parents immédiats. On les a appris, il n'y avait pas de... Et donc, on les ramenait sur les côtes, et puis on les laissait là, et puis ils faisaient souche là. Et donc, c'est Olympio, rien que par le nom, ça fait partie donc de ces gens qui, après l'abolition de la traite négrière, en fait de l'esclavage au Brésil, sont revenus sur les côtes africaines et se sont installés là où, voilà, quoi, au hasard, et on fait souche et on constitue la première catégorie, enfin la classe bourgeoise moderne actuelle dans ces pays. Et donc Olympio était descendant et son père donc était devenu tellement un homme riche localement que il l'a envoyé faire des études en Angleterre à la London School of Economics. C'était le premier Togolais à faire des études extérieures. Il a fait des études d'économie et de droit. Il a fait un stage à Dijon. Et il a ensuite été en Autriche. Donc c'était un homme brillant qui parlait l'anglais, le français et l'allemand. Et les choses sont simples, c'est-à-dire qu'il se trouvait c'était la bourgeoisie locale, c'était la colonisation française au Togo. Il se trouvait que pendant l'occupation de la France, il y avait eu, comme d'une manière générale dans ces pays d'Afrique, ceux qui étaient là, les colons français, étaient plutôt pétainistes. Et donc, il y a eu des tensions et dont il a été victime. Et il a été victime de cela parce que ces gens étaient brutaux, parce que je crois ces gens étaient plutôt pour la France libre, un peu de Gaulle, etc. Et donc ça a créé des problèmes avec les représentants du Vichy sur place. Et donc il n'a pas été, en tant que grand bourgeois, il n'a pas apprécié cela. On l'a même mis en prison. Et quand il est sorti, il a complètement changé. Alors qu'avant, ils étaient dans des rapports, je veux dire, courtois et comme ça avec l'occupant, enfin les Allemands, enfin les Français. Et alors il est devenu nationaliste. Et donc il a renoncé à sa carrière. Il était Unilever, je ne sais pas si vous voyez Unilever comme compagnie britannique. Il était le représentant de l'Afrique de l'Ouest. Il renonce à cela pour investir toute sa fortune, la fortune de ses parents, dans la lutte contre la colonisation française et donc l'indépendance. Et c'est cela qui l'a amené. Donc voilà. Alors donc voilà, il est devenu rapidement. Il a amené le Togo à l'indépendance en 58, mais qui a été donc officialisé en 60. Et il a été tué en 1963, alors qu'il était parti réellement pour créer quelque chose qui me semble pouvoir être favorable pour tout le monde.
Et donc, pour tous les Togolais, il constitue comme ça la figure de douleur, comme ça. Et dans mon roman, effectivement, il m'arrive de l'évoquer, ou en tous les cas, les personnages, il leur arrive de l'évoquer comme tout Togolais, en fait. Voilà à peu près ce que je peux dire. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est un peu cela, oui. Et il me semble que le roman établit aussi un lien entre la situation politique contemporaine en Afrique ou au Togo et la colonisation, avec l'idée qu'il y aurait des continuités ou des persistances, rémanences, disons, néocoloniales, notamment, alors ça se manifeste, ça s'incarne littérairement, disons, dans le roman, à travers au moins un personnage, qui est le personnage de Victor, qui est lui aussi un officier qui travaille pour les renseignements généraux. C'est le subordonné de ce Jean Aka qui dirige les renseignements généraux, hein, qui d'ailleurs convoite lui aussi la même Sonia, qui souffre beaucoup que son patron ait décidé de mettre la main aussi brutalement sur cette femme. Et lui, d'ailleurs, aurait pu avoir un tout autre destin, hein, il le dit, puis finalement, a fait ses études à Saint-Cyr, comme beaucoup hauts gradés africains. Oui. Est-ce que c'est une manière de dire un certain nombre de choses sur ce néocolonialisme? Alors, d'abord, des étudiants, des officiers togolais qui ont fait Saint-Cyr en France, en Bretagne, j'en ai eu pas mal, que ceux qui étaient avec moi là, au lycée, etc., je les connais. Donc, c'est des figures familières, des gens que je connais, donc... Alors, comment dire, il faut simplement quand même situer les choses, en fait. La colonisation commence à la fin du 19e siècle, c'est le hasard en gros, hein, dès que les pays européens entreprennent. Avant c'était des comptoirs commerciaux, et puis peu à peu ça se transforme en occupation territoriale. Bon, les Allemands au Togo, au Cameroun, les Anglais au Ghana, ou ailleurs, au Nigeria, et les Français en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Dahomey, etc. Évidemment, les choses sont simples. À un moment donné, les générations changent. Et comme tout à l'heure, je le disais pour Olympio, donc les générations qui suivent n'acceptent plus cette situation qui était de fait. Et donc, fin de la colonisation directe dans les années 58, 59, 60. Alors, il faut, je le dis vraiment d'une manière assez clinique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des pays... Bon, l'Allemagne a perdu ses colonies en 1914 déjà, parce qu'ayant perdu la guerre ici, la première guerre, ces territoires etc., ont été partagés entre la Grande-Bretagne et la France. Et il se trouvait une chose simple qu'il faut comprendre pour comprendre la réalité actuelle. C'est que les Britanniques, comme en Inde, comme en Afrique, se désengagent. Quand ça commence à s'agiter, tout ça, même en Afrique du Sud, c'était pas là, il se trouvait que c'est une classe locale qui reprend, il se désengage complètement. Il libère ces choses et puis il se replie sur l'Europe. Et De Gaulle, en France, a fait l'option tout à fait inverse. C'est-à-dire que ce qui était un hasard de conquête, et à partir des années 60, va être transformé en lien, j'allais dire, définitif. Et s'installe ce que plus tard on appellera la France-Afrique. Et donc pour cela, il faut former des gens, sur le plan localement, qui doivent porter ça, puisqu'il n'y a plus de colons directement, de Français directement sur le territoire. Et c'est cela qui se passe. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ça n'a pas de sens de demander à un Africain de demander un visa pour venir en France, parce que ces territoires font partie de la politique française. C'est ça qui est... Il faut l'avoir en tête, ce n'est pas de la politique que de dire cela. Dans les faits, les monnaies utilisées dans ce pays dépendent de la France. Et tout dépend. Donc les liens sont directs, très directs. Et c'est ça que De Gaulle a choisi et qui, aujourd'hui, est très, très compliqué. Parce que les générations changent, nous avons la nouvelle technologie. Ce qui était possible il y a 50 ans ne l'est plus aujourd'hui. C'est très difficile de contenir tout ça. Donc c'est cela. Donc les gens formés à Saint-Cyr, etc., font partie de toutes ces générations de gens à qui on a donné des bourses et qui viennent en Europe, font des études et qu'on forme et qui ensuite dans l'armée représentent, j'allais dire, la France ou la volonté française dans ces choses-là. Et c'est vraiment des gens réellement formés par la France
pour ces pays-là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ça la situation. Je ne souhaite pas avoir l'air de parler de politique, mais je suis toujours, les Africains, on est toujours amusés parce que les Français ne mesurent pas à quel point ces pays sont imbriqués à la France. C'est ça qui est caché aux Français. C'est-à-dire que c'est caché ici, alors que sur place, on n'est pas ministre si ça n'a pas été décidé en France, au Togo. Et on n'est pas nommé à un poste important si on n'a pas l'aval de l'Élysée. Vous voyez ce que je veux dire? En Côte d'Ivoire, le directeur de cabinet de Ouattara, c'est un Français. Donc il faut voir, c'est comme ça les choses. C'est ça qui a été décidé. Et par conséquent, il ne faut pas voir ça. Il faut en avoir conscience pour comprendre ce qui se passe. Et ça n'est pas dit aux gens. C'est là aussi le problème. Alors, bon, la France-Afrique est évidemment une question très vaste, mais bon, alors parfois les rapports de force sont un peu inversés, comme au Gabon par exemple, où Omar Bongo avait plutôt la main finalement sur... Parce que finalement comme il y a beaucoup de corruption, parce que tout ça aussi ne profite pas, c'est une catégorie des gens entre eux qui sont complices. Et donc, il y a beaucoup de corruption et finalement, on ne sait plus qui achète qui. C'est vraiment infernal cette affaire, où en réalité, on utilise les moyens de l'État, de part et d'autre, à des fins vraiment privées. C'est ça contre lesquels on ne peut rien en fait. Alors, autre thème qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question que vous évoquez assez brièvement, mais quand même de manière, à mon avis, très importante, la question justement de la traite des Noirs et du passé de l'esclavage, de la mémoire de l'esclavage, puisqu'un certain nombre des lieux que vous évoquez dans le roman, alors comme par exemple Porto Seguro, qui est en fait l'ancien nom portugais, disons, d'une ville qui, je crois, maintenant s'appelle Agbodrafo. Voilà. Mais aussi Anéo ont été des hauts lieux dans le golfe de Guinée, de la traite négrière. L'une des héroïnes dont on va parler, Apolline, dit qu'elle descend d'un esclavagiste célèbre, Francisco de Souza, une figure évoquée par un autre romancier, Kani Alem, dans son roman Esclave, paru en 2009. Et en fait, cette question de l'esclavage, sur laquelle j'ai eu à réfléchir moi personnellement à propos de Leonora Miano, est une question de ce qu'Achille Mbembe appelle le versant africain de l'Atlantique, qui a encore été assez peu évoqué finalement par les romanciers africains, mais j'ai l'impression que c'est un thème qui commence à faire son apparition dans la littérature africaine. Leonora Miano, bien sûr, a consacré au moins un roman, La saison de l'ombre en 2013, prix Femina, à cette question. Un autre romancier, Wilfried Nsonde, vient de publier un roman publié chez Actes Sud, Un océan, deux mers, trois continents, où il met en scène lui aussi cette question de l'esclavage. Vous-même, vous évoquez dans ce passage l'idée qu'on pourrait écrire un roman qui ferait le lien entre cette côte du golfe de Guinée et l'Amérique, disons, en particulier l'Amérique du Sud, le Brésil, enfin tout cet voyage transatlantique de l'esclavage. Est-ce que vous pensez, comme Leonora Miano, pour qui, donc écrivaine camerounaise de langue française, pour qui c'est une obsession, que l'esclavage constitue en Afrique ce qu'elle appelle une faille innommée, dont le refoulement serait la cause, en partie au moins, de la violence politique des sociétés africaine contemporaine? C'est la grande violence même, quoi. C'est la chose qui n'a pas... Vous me posez là une question qui me touche directement parce que Ananiso, c'est une partie de mon nom. Mon vrai nom, c'est Lawson Ananiso. Et le premier qui a porté ce nom, qui est un nom anglais qu'il a pris, précisément parce qu'il était en affaire avec des Britanniques, c'était un vendeur d'esclaves. Il est ceux des Africains qui attrapaient d'autres Africains et qui vendaient aux Européens sur la côte. Les Européens étaient à l'abri dans des châteaux forts. Entre parenthèses, au Ghana, vous avez des châteaux du XVe siècle, mais vraiment, il y a des chapelets de châteaux, mais comme vous en voyez en Europe, sur la côte.
beaucoup d'Américains d'ailleurs visitent ces lieux. Et donc ces Européens sont dans ces endroits et les esclaves ligotés, enfin, etc., réduits donc en esclaves, sont amenés donc sur cette côte et vendus aux Européens là. Et mon ancêtre, le premier qui porte le nom que j'ai jusqu'à aujourd'hui, eh bien, était trafiquant d'esclaves, il s'était enrichi comme ça, et s'est proclamé roi à Néo. Si bien qu'aujourd'hui encore, vous y allez, vous avez son palais, et vous avez là encore le 8e roi, qui porte le même nom que moi, et qui me connaît personnellement, et qui est là. Alors, donc, il s'est trouvé que je tourne autour de ce sujet depuis dès que je commençais à l'écrire. Parce que quand vous êtes cette famille, vous avez régulièrement des réunions, enfants, on vous y amène, les parents, et vous-même adultes, vous y allez. Et c'est-à-dire que personne ne parle de ça. C'est-à-dire que d'où vient la fortune de la famille, et cet établissement, personne ne sait. Ma mère qui m'a conté les épopées, ma mère fait partie d'une famille qui fait allégeance à celle de mon père. Donc c'est une petite, vous imaginez une espèce de petite localité, une principauté qui serait en fait en gros, et il y a donc mes ancêtres qui dirigent, et puis il y a toutes les petites familles autour. Ma mère donc m'a conté enfant tous l'épopée des différents rois, parce qu'on en fait une légende, parce qu'il a dû faire 2 fois de la guerre. Il était allié à ce Brésilien là qui s'est installé sur la côte qui s'appelle De Souza. Il était son allié. De Souza lui fournissait des armes avec lesquelles il pouvait mater et pouvait faire des guerres et attraper des esclaves. Mais si je dis aujourd'hui à ma mère, 80 ans, après avoir lu des livres en Europe, etc., que mon ancêtre, était un trafiquant d'esclaves, elle va tomber des nues. Elle ne va pas croire. Qu'est-ce qu'elle ne va pas croire? Elle ne va pas croire, elle va pas... C'est-à-dire que je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas dans sa tête, dans son imaginaire. Il y a un déni? Oui, mais c'est-à-dire, c'est même pas un déni puisqu'elle n'en est même pas consciente. C'est-à-dire que à partir du moment où, à un moment donné, les Britanniques ont décidé, ou les Anglais ont décidé de mettre un terme à cela et que la chose se transforme, et puis après il y a la colonisation, et on a zappé, si je puis dire. C'est-à-dire que ça a été, c'est tu, et au fil des générations, c'est comme si ça n'avait plus existé. D'autant plus qu'il n'y a pas eu d'œuvres littéraires ou de choses pour poser les choses, pour ramener les choses à la conscience. Donc ça disparaît peu à peu. Et on ne garde qu'une espèce de génération spontanée d'un homme qui est devenu riche et qui s'est installé roi et qui est là. Donc c'est ça l'affaire. Et c'est vous ne pouvez pas imaginer, j'ai amené ma mère, avant d'écrire, je voulais affronter cette affaire. Et je suis allé, c'était il y a quelques années, je suis allé à Lomé, elle habite à Lomé, vous m'excusez si je personnalise comme ça mon propos, mais je vais voir ma mère, et je loue une voiture, je la mets dedans, et Anéros de Lomé est à 45 km. Et donc, j'ai dit, on va faire une promenade, juste pour retourner sur l'île de ton enfance, à Anéros, et puis parler, quoi. Et puis tu me diras ce qui te vient à l'esprit par rapport à ce que nous verrons, etc. Et donc, nous allons partout, et elle me mène. Et il y a des choses qui sont réellement, directement, qui relèvent, moi, avec mes documents, mes lectures, que je sais relevant de la traite négrière. Mais elle, non. Pas une seule fois, cet élément n'est venu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en fait, mon idée était de partir de cette promenade pour en faire un roman. Et c'est resté comme ça interrompu. Donc tout ça pour vous dire que je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres pays. Hein. Je ne peux pas le dire en Angola ou ailleurs, je ne sais pas. Mais pour le Togo, pour ce qui me concerne, ça a été zappé. Et c'est maintenant que, peu à peu, la chose remonte à la surface. Et ce n'est pas une mince affaire, vraiment. C'est une telle violence que je pense effectivement que
toute la violence actuelle, ou les violences africaines actuelles, procèdent de cette férocité-là. Il y a des écrivains déjà qui ont abordé ça un peu comme Sambène Ousmane qui a abordé ça parce que Sambène Ousmane voulait expliquer pourquoi certaines ethnies ou tribus africaines avaient des cicatrices parfois, mais vraiment où tout le visage était lacéré, etc. En fait, il expliquait que, je ne sais pas si ça tient ou pas, mais en gros, que comme les gens étaient attrapés, ils mettaient dans les bateaux et partaient, on ne savait pas ce qu'on en faisait, ils pensaient qu'on utilisait leur peau pour faire des choses, et que si on les lacérait, eh bien, la peau n'était plus utilisable, ne serait plus intéressante, en gros, une explication comme ça. Mais ce que je voulais dire en évoquant ça rapidement, c'est qu'il décrit une scène simplement comme celle-ci. Vous imaginez, dans une Afrique précoloniale, le père, la mère et les enfants, il revient du champ. Et en revenant dans les pistes, et vous avez soudain, surgissant des fourrés, les gens qu'on envoie, les soldats, les gens qu'on envoie pour attraper, ils se ruent sur cette famille, c'est la débandade. Et les enfants partent dans les broussailles, on attrape le père parce que c'est les hommes qu'on cherche, on peut attraper aussi le fils aîné s'il est vigoureux, et puis la mère peut-être. Et en l'espace de quelques secondes, cette famille est éclatée. Vous imaginez qu'une des gamines, la Benjamin, survit. Du jour au lendemain, son père, sa mère, les gens ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et cet être, vous l'imaginez, devenu adulte, se mariant et faisant des enfants, c'est une violence qui est inexplicable et qui la poursuit, qui doit être en elle aussi, qu'elle va transférer, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas seulement la violence au sens des guerres, des conflits comme ça, mais la violence, mais quelque chose de moral qui tue l'humain. Enfin, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Cette violence est terrible et elle ne peut être abordée, elle ne s'aborde que vraiment doucement, quoi. C'est pas facile. Ouais. Et non. Et donc, votre personnage pense, page 133, à une œuvre littéraire, à un roman, à un long récit, peu importe, qui prendrait un être d'ici, donc sur la côte du Togo, peu importe, du golfe de Guinée. Oui. Remonterait son arbre généalogique bribe par bribe à coups d'archives miraculeusement disponibles. On aboutirait au Brésil, au Portugal, à quelques vagabonds, trafiquants, miséreux. Oui. On croise les doigts pour que ce soit le prochain roman. On va essayer, je vais essayer. Pour moi c'est une affaire personnelle parce que, comme je le disais, quelque chose de ce genre-là me mettrait en confrontation avec mes cousins, mes oncles et des gens directement. Il faudrait que, et comme c'est assez personnel, il faudrait sans doute faire quelque chose qui ne soit pas seulement de la fiction. J'ai envie de ne pas faire quelque chose de la fiction, mais voilà, mais ce serait une façon de témoigner aussi, quoi. Oui, voilà. Oui. Est-ce qu'on va peut-être lire un premier passage? Bien sûr. Donc on a choisi justement, puisqu'on parle de famille, un passage où le narrateur est dans un cimetière et... Voilà, oui, donc rapidement, on n'a pas, sans doute pas trop éclairé le sujet du roman, donc rapidement, mais tout à l'heure on pourra le dire. Mais ici, le passage, en l'occurrence, Énéas est un poète qui est rentré au pays et qui était donc en relation avec Sonia. Et il se trouvait que Jean Aka, chef des renseignements, voudrait s'approprier Sonia et par conséquent l'a déporté. C'est-à-dire qu'il a envoyé des gens qui ont pris Énéas là où il habite et l'ont déporté. Et donc, à un moment donné, ce choc, cette violence, ce kidnapping, donc, en tous les cas, était tellement violent qu'il est devenu méditatif. Il s'est retiré dans la ville de sa mère. Et là, alors qu'il s'apprêtait à repartir sans être allé voir la tombe de son père, parce qu'il n'avait pas de bon rapport avec lui, et soudain, il a décidé d'aller rendre visite en quelque sorte à son père dans sa tombe, donc au cimetière. Et c'est cette visite-là qui est décrite ici. Donc, il peut garer la voiture devant le cimetière, mais il préfère la laisser sur le parking de l'hôtel Océan, sous l'immense flamboyant. Il salue le gardien vêtu d'une tenue de toile bleue, assis sur une chaise.
Je fais un tour au cimetière à côté, l'informe-t-il sans aucune nécessité. L'autre acquiesce de la tête et dit « Allez-y revenir, patron ». Énéas longe la rue, côté océan. Il marche sous les cocotiers nains plantés en alignement. Le cimetière est à 500 mètres. Il traverse la rue, s'introduit à pas hésiter à l'intérieur de la clôture blanche. Un vaste cimetière avec vue sur l'Atlantique, si l'on ose dire. Combien d'hectares de tombes? Il est surpris. Il n'est jamais venu visiter son père. L'oncle Maxwell s'est déjà assuré un emplacement. À quelques mètres de ton père, de ton grand-père et de son frère, l'oncle Clifford. Tous ces prénoms anglais hérités de la séduisante présence britannique dans l'ex-Gold Coast. Par où commencer sa recherche? Du portail, sur ta droite, à moins de 50 mètres. Ici, comme dehors, les demeures sont variées, inégales. Un véritable monument de ciment revêtu de marbre et orné d'une grande photo côtoie un rectangle de mortier fruste. Les allées sont envahies d'herbes et même de broussailles par endroits. Tâchant de ne pas piétiner pour ainsi dire les défunts, Énéas pose les pieds sur les bordures des dalles, saute de l'une à l'autre, scrute chaque nom inscrit. Un historien un jour lui a dit « Les cimetières sont des archives aussi. Des noms, des photos, des citations de la Bible. Tant de gens ont vécu avant nous. Tant de gens ont été avant nous des frères, des sœurs, des parents, des amis chers. Trouvera-t-il son père? Il pense avoir fait le tour de la zone que l'oncle Maxwell a indiquée. Sa mère lui a dit il y a quelques jours, il faudra repeindre la tombe de ton père, l'embellir un peu. Énéas observe donc plutôt celles qui sont délabrées. Un rectangle modeste, pas du tout en mauvais état. Il a craint. Craint? Est-ce le mot juste? Que la tombe fût comme certaines autres, fissurée, presque ouverte. Les os de son père offerts aux chiens errants. Non. Elle est dans un état correct. Décolorée certes, mais digne. Énéas Elliott a doté. Une photo ovale, visage et buste. Il est en costume un peu joufflu. À l'étonnement d'Énéas, il s'assied sur la pierre voisine, songeur, ému, des larmes. Ben oui, étrange de voir son nom et ses prénoms, ces trois mots qui font son identité inscrits sur cette dalle. Qu'est-ce la mort? La fin. On n'est plus. Passé. Est-ce possible que l'homme qui lui a donné la vie ne soit plus que cette masse de mortier à ses pieds? Son père, là, qui a voyagé, travaillé, fait des affaires, gagné de l'argent, joui des femmes, était malade, près de 10 ans, et qui est mort, libéré enfin, à 59 ans. Absurde, non, la vie? Un peu. Merci beaucoup. Un autre thème extrêmement important dans le roman est celui des rapports entre les hommes et les femmes, la dénonciation du patriarcat, disons, dans la société africaine, la fabrique culturelle, on pourrait dire, notamment par l'éducation, des mâles dominants, Oui. et cette manière qu'ils ont de considérer les femmes comme des proies qu'on achète ou dont on s'empare par la force. Et vous mettez en scène deux héroïnes, Sonia et Apolline, qui sont d'ailleurs des personnages tout à fait différents socialement par leur parcours, qui, elles, essaient de lutter pour être des femmes indépendantes, pour leur droit à la sensualité, à la sexualité, à l'amour, et aussi à une forme de délicatesse, on va dire, de la part des hommes, de ce que vous appelez justement un délicatessen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, le thème de la... Je voulais me faire féministe dans ce roman, je l'avoue. Comment vous dire ça? Quand la femme, les femmes et les enfants incarnent, je crois, l'état sociopolitique, vraiment les choses d'une société donnée.
Et vous avez ça. Je me souviens, je suis venu en France pour mes études, c'est une parenthèse que j'ouvre en 86. Et il y avait là, à Paris, à la Sorbonne, il y avait des étudiants, des étudiantes qui venaient de l'Est, de la Pologne et de ces pays comme ça. Parce que je suivais des cours aussi, je faisais de la littérature comparée. Il y avait un prof qui était spécialiste de la littérature slave. Et donc, il y avait ces gens. Et j'avais été frappé par une chose, vous voyez, j'ai fait la connaissance de ces gens un peu plus au-delà de la fac. Vous savez, il y avait à quel point, vous savez, des crèmes, vous savez, c'est qu'on trouve facilement au Monoprix, ici. Hein, ça a une telle importance pour des gens au-delà, vous savez, dans l'ex, enfin, en Pologne, en Allemagne de l'Est. Tous ces produits de beauté qui sont des banalités ici, à l'époque, sont extrêmement prisés, importants. Mais c'est pas même pas, je ne parle pas de produits de qualité, mais vraiment des choses simples. Et j'étais frappé par ça et je voyais de l'humiliation, voyez-vous. Sans vouloir généraliser, les femmes sans doute aiment ces choses, ces produits ou ces types de vêtements. Et dans des sociétés comme celle sous le communisme, ces choses manquent et il y a là une vraie humiliation, enfin, qui leur était infligée en quelque sorte, qui faisait que leur féminité sans doute était comment je dirais cela, quelque chose qui manquait ou qui leur permettait pas de s'épanouir, de briller, d'être voilà. Et je voyais ça et ça m'avait frappé. Et en Afrique, vous avez ça aussi, la pauvreté, les conditions, etc. Et chaque fois que je suis rentré en Afrique, dans les milieux ruraux, vous avez ça, vous avez les femmes qui sont réduites à des bêtes de somme, à travailler dans les champs, à nourrir, à faire des enfants. Il y a toutes sortes de réalités comme ça. Et je voulais écrire un roman où je vais essayer, en bien qu'étant homme, de faire incarner comme ça des êtres féminins. Et d'où j'ai choisi donc, ces deux personnages de femmes. Sonia, qui est une de la ville moderne, journaliste, animatrice télé, brillante, conduisant une Mercedes. Et puis une autre qui est modeste, qui est une institutrice même, mais à l'africaine, qui est dans un milieu rural et qui vit dans des conditions que je décris aussi. Et je voulais essayer de développer ces êtres-là pour voir ce que je pouvais en tirer. Parce que je pense, encore une fois, qu'on décrit mieux l'Afrique quand on décrit ces gens, ou quand on décrit des enfants affamés, ou quand on décrit des enfants qui ne vont pas à l'école, ce qui est une réalité, à qui vous devez donner un peu d'argent pour manger, enfin des choses sans vouloir apitoyer, mais si vous arrivez à décrire ça sans misérabilisme, vous touchez du doigt la réalité du lieu dont il est question. Voilà ce que je voulais. Je ne sais pas si je réponds à la question, peut-être je l'ai oublié un peu en cours de route, mais il y avait cette intention derrière que j'avais en tête. J'avais cette intention. Ouais. Lorsque, par exemple, Énéas fait la connaissance d'Apolline et qu'elle le conduit chez elle, dans sa maison, cabane, enfin un peu sommaire, ou voilà, parce qu'elle est évidemment pauvre. Hein, il se fait cette réflexion, par exemple, ce pays humilie la femme. Oui. Hein, ces hommes, ces êtres auxquels la tutelle extérieure interdit d'avoir eux-mêmes pour cause et fin de leur énergie, de leur intelligence, ces hommes interrompus, ça c'est une formule que vous utilisez, etc., sont des horreurs, des ordures. Hein, ils n'éprouvent plus que de la tristesse, c'est un véritable sentiment de haine qui lui affecte le cœur. Donc il y a bien cette révolte aussi qui parcourt. C'est-à-dire que j'ai des femmes africaines de la diaspora, par le concours de circonstances, par le biais d'une personne puis d'une autre, ont beaucoup apprécié ce roman et m'ont invité 2 fois à en parler à Genève et à Paris. Et ce sont de tous âges. Hein. Il y a pas mal de gens. Et celles qui sont nées et ont grandi en Afrique. C'est-à-dire et elles ont observé une chose, c'est que les hommes, les 4 hommes, parce que pour que les gens comprennent, il y a 6 personnages, il y a 4 hommes et 2 femmes. Et les 4 hommes, ces femmes-là de la diaspora africaine ont constaté que ces hommes étaient impuissants. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de conquérir ou
ou de séduire, je ne sais pas comment le dire cela, d'une manière un peu... Et donc, c'est qu'en fait, ça posait la question de la virilité. Nous parlions tout à l'heure que sur le plan politique, ces sociétés sont sous dépendance, sous tutelle. Donc, et les hommes ne s'accomplissent pas dans la liberté, dans les... C'est qu'eux-mêmes, ils sont contraints. Je les appelle les gens interrompus. Et comme ils sont contraints, ça ne rate jamais. Ce sont les femmes qui payent. Parce que cette rage intérieure inconsciente ou cette violence se retourne. Parce que, vous savez, vous, les femmes, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est l'autre personne, il n'y a que deux, hein, c'est l'autre personne qui vous voit, qui voit l'homme. Ce sont les deux êtres qui sont sur terre, comme dans la Bible autrefois, Adam et Ève. Et c'est l'autre témoin, c'est le témoin de votre impuissance. Et donc, c'est cette personne-là que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas supporter, dont vous ne pouvez pas supporter le regard, et à qui vous allez faire payer votre impuissance dans l'histoire, parce que ce sont des sociétés de défaite historiques. Et donc, les femmes payent cher, payent vraiment cher en Afrique cette impuissance masculine. Et c'est ça qu'il fallait aussi que je décrive. C'est étonnant parce que vous écrivez un roman, vous n'avez pas tout ça en tête, mais des femmes, mais c'était bien parce que ces femmes-là sont des Africaines qui probablement ont des réminiscences, ou se souviennent de leur propre famille, du père et de la mère. Il y en a qui, après la présentation, m'ont parlé. Il y en a une qui m'a parlé de son père et au Cameroun, dans un village. Le monsieur décide un jour, sa femme lui a donné plusieurs filles au lieu de garçons. Arrivé à un âge de genre 15 ans, il se lève un matin et il dit, parce qu'il n'avait plus envie de payer pour... il dit à la femme, il dit, ça suffit, l'école pour elles, maintenant, elles vont rester à la maison, puis après, elles trouveront un mari. Et il faut maintenant voir que cette femme va du jour au lendemain, la mère va du jour au lendemain devoir se battre pour permettre à ses filles de continuer à aller à l'école, parce que le père a décidé de ne plus payer leurs études, des frais de tout rien. Et donc, cette personne qui me raconte ça est aujourd'hui comptable dans une société à Paris. Vous comprenez? Et donc, mais elle me raconte qu'à 15 ans, c'était fini. C'était fini pour elle. Donc, elles ont ça comme expérience. Et quand elles lisent ça, je crois que ça leur a permis de peut-être conceptualiser mieux et de voir comment expliquer cette affaire. Et les hommes infligent aux femmes assez largement leur propre défaite d'hommes parce qu'il n'était pas la colonisation, puis la suite, la dictature, tout ça ne permet pas aux hommes d'être virils, de protéger leurs épouses et leurs enfants, quoi. Et c'est une chose intime qui est inconscient, qui sans doute demande de la psychanalyse ou de je ne sais quoi, mais que les femmes expérimentent dans leur rapport avec les hommes. Nous parlions de violence, c'est là également une violence épouvantable qui est vécue sous forme domestique, mais qui en réalité relève ou est reliée à j'allais dire, l'histoire, en fait, l'histoire générale. Et justement, par opposition à cette brutalité qu'on va dire prédatrice, qu'incarne par exemple Jean Racah, vous mettez en scène à plusieurs reprises ce rapprochement entre, par exemple, le Énéas et cette jeune institutrice de la campagne, Apolline, et vous décrivez longuement des scènes de sensualité, de complicité, de tendresse, d'amour physique aussi, et on sent qu'il y a non seulement là pour vous un intérêt romanesque à décrire, y compris de manière lyrique d'ailleurs, cette entente qui se crée entre les deux êtres, cette tendresse, cet amour qui naît peut-être, mais on sent qu'il y a un geste politique aussi, par compensation, développer un imaginaire, disons, alternatif à cette violence. Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que dans cette espèce de fumée générale, il y a une fleur qui pousse, comme ça, c'est que
il y a une chose, il y a deux choses. C'est-à-dire, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que nous voulons en fait? De la délicatesse, me semble, tout le monde. On veut le bonheur, on veut, je sais pas, avec l'autre. C'est ça un peu. Et donc, cette chose, et ce que je voulais aussi, parce que vous qui connaissez quand même les romans africains, essayez de prêter attention. Il y a souvent pas d'histoire d'amour. On n'est pas obligé. C'est comme un anthropologue qui a dit aussi, il n'y a pas de fleurs aussi. Donc il n'y a pas d'histoire d'amour, sans doute parce que nous sommes dans des lieux, dans des sociétés, dans des rapports avec beaucoup de violence, beaucoup de choses difficiles, compliquées, etc. Quand il y en a, c'est bouffé, quoi, pris par ça. Et donc je voulais écrire, certes, un roman comme tel que incarné par Enéas et Argent Aka et Sonia, etc. Mais je voulais développer aussi comme une espèce de quelque chose comme ça dans un écran, c'est-à-dire que une histoire d'amour, entre donc Enéas et Apolline, et pour donner en quelque sorte un peu comme ce qui est possible. C'est-à-dire que en écrivant, je pense à des Africains qui liraient et dire ça aussi, l'amour est possible, ou la tendresse, ou la délicatesse, ou je ne sais pas quoi, tout cela est possible. Donc on voit cela, malgré le contexte, le chaos, parce que je pense que, et peut-être que nous aborderons cela, quand la littérature, on dit, ou le cinéma d'ailleurs aussi, ça advient dans la tête des gens. Ça peut advenir dans la réalité, ce qui est dit, ce qui est possible. Nous sommes les produits de l'éducation permanente, de tout. Souvenons-nous de Victor Hugo, des Misérables. C'est-à-dire le 19e siècle, Zola, le 19e siècle français. Terrible. Mais ces gens ont éduqué. C'est-à-dire que je pense que oui, oui, ils ont éduqué l'humanité française au général. Et donc, nous amène aussi à comprendre, à nous voir et à dire que quelque chose est possible de cet ordre, de l'ordre de la tendresse, de la délicatesse, etc. Et donc je voulais l'inclure là-dedans. J'aurais pu développer uniquement la violence, etc. Mais il y a ça entre Énéas et Apolline, et d'où les scènes un peu sensuelles aussi que je me suis permis d'insérer. Justement, donc c'est la transition pour ma dernière question. Oui. Donc on peut espérer faire changer les imaginaires et en modifiant les imaginaires et les représentations, avoir une action sur la réalité ou transformer la réalité. La littérature peut jouer ce rôle justement de transformation. Et il y a dans le roman un plaidoyer pour la littérature, de manière très, très explicite, à plusieurs reprises. D'ailleurs, Énéas est poète, et puis il en parle souvent. C'est un roman qui fait l'éloge de la littérature, de sa vertu d'éducation des individus, d'élévation de l'esprit, d'ouverture du cœur, de sa fonction humaniste, disons, de perfectionnement des individus. Oui. Et ce que vous dites très clairement, c'est que justement, ce qui manque aux élites africaines et à tous ces dirigeants qui parfois ont un très bon niveau d'études, c'est cette sensibilité littéraire, c'est la culture en général, mais c'est en particulier cette absence de culture littéraire ou de sensibilité littéraire. Je voudrais juste citer ce passage, page 151-152, à propos de ces hommes interrompus, c'est cette formule forte du roman. Par quoi? Interrompus par quoi? Par l'absence de cette éducation que seule la littérature offre à l'humain. Cette vue de soi, ce regard sur soi, cette élaboration de soi comme être sensible. Oui, moi l'être humain est un être, nous ne sommes pas, contrairement aux autres animaux, nous ne sommes pas finis, nous ne sommes pas achevés. Nous sommes, en réalité, nous ne finissons jamais, nous sommes sans cesse en chantier, l'humanité, l'être humain. Et c'est nous-mêmes qui devons nous éduquer sans cesse, nous éduquer au sens large. Et donc, la littérature, le roman en particulier, ce genre, mais avant l'écriture, les contes, les légendes, tout ce qu'on invente pour sublimer ou raconter ou mettre en situation ou en je ne sais pas quoi, la vie, les thèmes éternels de la vie humaine, eh bien, tout cela sert donc à
à former l'homme, à le sans cesse en situation. Et évidemment, je fais des études de lettres, j'écris des livres, et forcément, j'attribue à la littérature cela. Mais moi, je crois sincèrement qu'on peut s'amuser à imaginer qu'il n'y a jamais eu de littérature. Imaginer qu'en France, il n'y ait pas eu au 19e siècle ce grand siècle du roman français, de l'histoire de l'humanité. Imaginez qu'il n'y ait pas eu ces grands auteurs qui ont écrit tous les détails, tous les départements de la vie. Qui serait la France, que seraient les Français aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, en Afrique, il n'y a pas vraiment cela. Et je pense que plus il y aura de la fiction littéraire et plus les gens pourront se voir vivre et par conséquent s'interroger, ou je ne sais pas. Sans doute que, évidemment, ce qui a dénoncé Molière, ça continue. Il y a toujours des avares, il y a toujours des hypocrites, il y a toujours vous voyez, mais les gens ne sont plus innocents, ils se voient vivre. Et l'une des choses que j'aimerais aussi dire, c'est que ça ne veut pas dire que tout le monde lit forcément. En réalité, une petite minorité lit pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous influencez au sens la vie plein d'autres gens, par l'éducation, par l'enseignement, par l'environnement, et les gens s'imitent. Nous nous imitons beaucoup. L'être humain s'imite inconsciemment, et selon votre éducation livresque, culturelle, littéraire, et la manière dont vous vivez, je peux vous imiter, et ainsi de suite. Voilà quoi. Et donc la littérature, moi je crois que le roman c'est ça. Et venant d'Afrique, et voulant tout de même quand même y voir autre chose que ce que je vois aujourd'hui, eh bien je me suis, enfin le narrateur se laisse aller à ce plaidoyer un peu pour la littérature, parce que, encore une fois, sachez que à Néo, les villes que j'évoque, eh bien, c'est la première fois que c'est évoqué dans un roman. Vous comprenez, nous sommes au début de quelque chose, moi ou les autres que vous avez cités, Kanyalem et d'autres gens, nous sommes au début de quelque chose. Donc, vous imaginez tout ce qu'il pourra faire pour pouvoir amener l'humain à de la sensibilité. La sensibilité est une création, ça n'existe pas. C'est une création et qui s'élabore, mais vraiment lentement, difficilement. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir en esprit. C'est pour cela que lorsque des élèves de lycée m'invitent à Lomé, au Togo, c'est ce travail-là aussi qui est fait. C'est-à-dire d'aimer leur propre lieu de vie et par conséquent, voilà, c'est aussi de l'éducation, ça déjà. Et quand on aime le lieu, quand on fantasme son lieu de naissance, son lieu de vie, on est amené à en prendre soin. Tout le monde sait que, et c'est un aspect de roman aussi, que les villes africaines, et Lomé, etc., sont dans des conditions sanitaires épouvantables. Et parce que personne n'en prend soin ou ne le respecte ou n'aime. Et donc, tout le travail, il y a ce travail aussi derrière pour éduquer l'homme, pour s'aimer lui-même là où il est, et fantasmer comme partout. Voilà. Voilà, voilà, l'Afrique ne se fera pas ou ne progressera pas sans sa littérature. Je pense. Ouais, Nous aussi, moi aussi je le pense, sans quoi je n'enseignerais pas de la littérature moi-même. Voilà, eh bien je cède la parole aux spectateurs. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, bien sûr. Tu vois. Okay. Bon, vous dépeignez une réalité qui est très dure, mais quand même, à travers votre discours, on sent le pouvoir de fascination de l'Afrique, malgré tout. Oui. Voilà. Bon, deux petites remarques. Vous avez insisté sur la symbiose qui existe entre les classes dirigeantes françaises et africaines. Enfin, Afrique francophone, puisqu'on parle du Togo. Donc, je veux insister sur le fait que cette symbiose se passe dans les deux sens. C'est-à-dire, si les classes dirigeantes africaines ont été mises en place à l'époque de Phocart, par exemple, et de ses épigones, dans un autre sens, les chefs d'État africains ont très bien su manipuler
les dirigeants français. Alors, vous n'avez pas cité le nom du président de la République du Togo. Je ne citerai pas le nom de l'ancien président français, par exemple, qui en 1995 était au plus bas, qui était poignardé dans le dos par tous ses fidèles et qui n'a trouvé que deux appuis, le président du Togo, qui était peut-être un peu riche, mais pas trop, et Omar Bongo de notre côté, qui lui était richissime, ce qui lui a permis de gagner les élections. Donc, ça se passe dans les deux sens. Évidemment, c'est comme une assurance vie, parce qu'à ce moment-là, il est bien sûr que quand le fils du dit président a repris le pouvoir au Togo, c'est quand même la France qui l'a appuyé, parce que je me rappelle à l'époque, il y avait pas mal de manifs, ce n'était pas évident du tout. Bon, ça c'est le premier point. Ça c'est pour l'actualité. Pour revenir à l'époque de l'esclavage, douloureuse, époque douloureuse, je ne voudrais pas que les gens croient qu'en Afrique, avant la colonisation, il n'existait rien. Il existait des empires très puissants. Chez vous, il y a eu le roi d'Abomey, qui était juste à côté. Il y avait l'empire de Koumassi au Ghana. N'oublions pas qu'à l'époque de Louis XV, l'empire de Koumassi disposait d'une armée de 15 000 hommes équipés à l'européenne. Je ne sais pas quelle était l'armée de Louis XV, mais à mon avis, c'était pas beaucoup plus. Et alors, par le commerce avec les esclavagistes de la côte, là, qui avaient bâti ces fameux châteaux dont vous parlez. Donc il y a eu toujours cette sorte de connivence. Et là, il faut analyser ce point, je crois. Et également, bon, puisque vous vivez en Allemagne, je pense que vous connaissez les écrits de Léo Frobenius, qui est allé en Afrique avant la colonisation et qui a été témoin de l'organisation d'un certain nombre de royaumes ou d'empires qui étaient quand même extrêmement puissants. Et d'ailleurs, puisque vous avez étudié aussi la littérature africaine, ces thèmes-là ont été repris par Yambo Wologen, qui est peut-être un petit peu oublié de nos jours, qui a eu un prix dans les années, quand j'étais étudiant. Hein. Il a écrit Le devoir de violence, où il explique comment les chefs traditionnels arrivaient à manipuler les fameux commandants coloniaux et à les liquider avec des serpents apprivoisés, par exemple, ce qui faisait une politique qui n'était pas la leur. Donc il y a eu, je crois, depuis le début de l'histoire, une sorte de connivence entre les deux classes dirigeantes et qui rend les choses beaucoup plus complexes que ce que beaucoup de gens voudraient dire. Et cette complexité est aussi fascinante, hein, c'est toute l'histoire de l'Afrique. Voilà, bon, je ne veux pas être long, c'est simplement le point que je voudrais souligner pour les gens qui pourraient penser que l'histoire de l'Afrique ne commence pas à la colonisation. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit ça il y a quelque temps au Sénégal, mais je ne citerai pas son nom non plus. Merci. Oui, non. Je ne sais pas si je... Non, mais vous avez tout dit. Ça remonte à loin. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, en fait, en particulier pour les auteurs, les écrivains africains, il faut beaucoup il faut de la connaissance historique pour mieux. C'est d'ailleurs ce qui reflète les romans de Miano et autres là, parce qu'il faut vraiment de la connaissance historique pour cette longue perspective pour pouvoir permettre. C'est vrai qu'avant la colonisation, il y a des empires, oui, c'était mais peu partout, pas seulement en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, le livre de Wilfrid Sondé doit aussi évoquer un peu ça, relève un peu de cela. Et donc, c'est vrai, le problème, en réalité, j'aimerais beaucoup que les Français saisissent cela, c'est que c'est une question de classe sociale ou de catégorie des gens, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que, par exemple, en France, on trompe les gens en faisant croire que lorsqu'on envoie quand même des jeunes soldats mourir à gauche et à droite, hein, parce que c'est quand même ça souvent, que finalement on défend la France, des choses comme ça, qu'en réalité, à l'intérieur de cela, les gens mènent des choses qui sont de l'ordre du privé, quoi, en fait. Et que si on s'y prenait différemment, il y aurait intérêt beaucoup, parce que l'histoire est là, ces gens parlent français, il y a beaucoup plus de proximité entre vous et moi qu'entre vous et vos ancêtres d'il y a 1 ou 2 siècles. Parce que nous partageons par la formation, par la langue, par beaucoup de choses, et il y a une proximité de pensée, de mentalité, j'allais dire, que beaucoup de Français par rapport à, et moi-même par rapport à mes ancêtres, vous voyez cela. Et tout ça existe, et sincèrement, étant donné le cours des choses, il y a intérêt à percevoir différemment les choses et à changer. Mais la corruption de part et d'autre bloque et empêche cela. Mais tout se paye, en fait. Et tout va être payé. Je suis en Allemagne depuis 24 ans.
Et les Allemands ont payé. Les gens qui agissaient pendant les nazis n'imaginaient pas que leurs enfants vont payer. Mais quand je dis payer, ce n'est pas seulement une question de mais on paye ça en toutes sortes de formes. Et donc, il y a beaucoup de crimes. Les compromissions dans le génocide au Rwanda ou ailleurs, ce sont des choses que certains n'oublient pas, mais que des gens avec légèreté ont commises et qui laissent comme patate chaude à ceux qui vont venir après. Et c'est pour ça qu'il est vraiment dommage. Une dernière chose que je dirais, qui va peut-être vous choquer un peu, c'est ceci. Dans le roman, les deux personnages, Enéas et Victor, à un moment donné, ils dînent ensemble. Et Victor, c'est celui qui a fait des études à Saint-Cyr. Et on est en train de prendre sa maîtresse, il est assez affligé, affecté, il est coincé, il a même peur pour sa vie. Et il y a une espèce de pessimisme qu'il a. Quand il mange, il dit, le poisson qu'on est en train de manger, par exemple, il vient de la mer, de l'océan qui est à côté. Et dans cet océan-là, depuis le Sénégal jusqu'au Nigeria, au Cameroun, c'est le déversoir, c'est la poubelle, c'est toutes ces villes qui poussent comme des champignons sans organisation, déversent le contenu des puisards, des toilettes, tout ça, dans la mer, dont se nourrissent les poissons que les gens mangent, mais ce sont ces mêmes poissons que les compagnies grecques, françaises, allemandes, japonaises, les bateaux frigorifiques pêchent et dont ils nourrissent le monde entier. Donc il y a là, au nom peut-être du capitalisme, je ne sais quoi, quelque chose d'assez, pour l'humanité, pour la dignité de l'homme, quelque chose d'assez pénible à imaginer à quel point on pourrait, si ces sociétés s'organisaient un peu, ou si on les laissait s'organiser un peu, ne serait-ce que d'un point de vue hygiénique, on trouverait des solutions, si la corruption ne le permet, si la corruption ne l'empêchait pas, trouver, parce qu'on l'a quand même trouvé ailleurs, des moyens de, je ne sais plus comment on nomme ça, ces aspects sanitaires des grandes villes, de gérer, de pouvoir trouver des solutions saines, de manière à ce que l'humanité entière ne en pâtisse pas. Ces pays n'ont pas ont une côte maritime, mais n'ont pas les moyens de les défendre. Si bien que ces bateaux viennent, stationnent pas loin, corrompent les ministres, ramassent les poissons qui sont nourris de la façon dont je vous dis. Et ces poissons sont revendus dans le monde, à travers le monde. Et puis voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et rien que quelqu'un, il y a une jeune Française, une prof que j'avais rencontrée par hasard, qui a lu le roman et qui, un jour, j'étais complètement surpris, elle m'a envoyé un texte qu'elle a écrit, après avoir lu ça, parce qu'elle n'avait jamais rien lu de roman africain. Et il m'a dit, mais c'est comme, nous sommes tous des ogres, nous sommes devenus comme des ogres dans le monde. Vous comprenez? Et qu'on est tous mangés et on mange. Enfin, il y a quelque chose de terrible comme ça qu'elle a conçu, qu'elle voit. Et c'est cela que je pense qu'il faudrait aussi que les gens voient. Qu'il y a, voilà, je ne sais pas comment le dire mieux, quoi. Il y a une collusion qui n'est dans l'intérêt de personne et qui est absurde désormais. Moi, je le pense, mais voilà. Je ne sais pas si je... Je voulais vous poser une question qui faisait le sujet d'une nouvelle d'un écrivain anglophone. Et c'était l'idée de... La question, c'est pour qui écrivez-vous? Parce que vous êtes publié en France. Combien de lecteurs africains avez-vous? Je pose la question parce que dans la nouvelle en question, il n'y avait pas de lecteurs africains, c'était en Afrique du Sud à l'époque. Donc un écrivain noir africain écrivait pour les Blancs, en fait. Et quelle est la situation actuelle? La situation de l'écrivain africain? Non, la situation du lectorat. Ah, du lectorat. Est-ce qu'il y a un lectorat en Afrique suffisant pour que votre œuvre ait une influence? Je dirais que c'est pire qu'avant. Dans ma génération, on était... Bon, évidemment, il y a les réseaux sociaux, la technologie actuelle
Et tout cela fait que les gens, y compris même ici, je le vois avec mes enfants, lisent moins ou s'intéressent moins à l'écrit. Donc c'est aussi en Afrique, ça influence aussi. Donc très peu de gens lisent, les livres sont chers, je suis obligé sans cesse moi-même d'acheter mes livres et de les distribuer. En ce qui me concerne, chez moi au Togo, sinon ça ne se passe pas, ça ne peut pas être vraiment lu. Alors, d'abord, c'est une situation qui pose toute la question de l'organisation sociale, étatique, etc. Donc, je ne me préoccupe pas beaucoup de ça. Je sais que ça existe. Je suis obligé, puisque je suis un être qui vit aujourd'hui, qui va mourir demain, je dois écrire, je dois travailler, quitte à ce que ça soit, du point de vue de mon pays d'origine, symbolique. Ça soit seulement parce que, bon, voilà, j'ai écrit des romans qui sont là, mais qui sont plus connus et lus en France que chez moi. Donc, la situation est absolument pas du tout favorable. Mais ce que j'ai découvert aussi avec ce roman, et pourtant j'en fais partie, c'est qu'il y a une diaspora africaine en Europe. Et cette diaspora africaine, d'ailleurs, ce sont eux ceux qui ont réellement fait l'intérêt de ce roman pour moi. J'allais dire, entre guillemets, comme ça, le succès de ce roman, c'est que c'est des gens qui sont venus comme étudiants, qui travaillent, etc. Ça peut être médecin, avocat, infirmière ou tout ce qu'on veut, et qui, par le biais du thème et par le biais de, je ne sais pas, ce qui les intéressait là-dedans, ont aimé. Et donc, du coup, ces gens aussi ont des enfants, des Africains, enfin, etc. Donc, je me dis que voilà, c'est une diaspora africaine, mais au cœur de l'Europe, qui existe aussi. Donc, ce sont des Africains qui lisent. Et donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Quelques-uns, moi, je pense que même en Europe, ce sont toujours une minorité qui lit pour les autres. Et donc, je me dis que s'il y a quelques personnes en Afrique qui lisent, ça pourrait permettre de passer un peu, j'allais dire, je ne sais pas trop comment, mais aux autres aussi. Mais la situation n'est absolument pas du tout favorable à une vocation, si je puis dire, d'écrivain. Les gens n'en sont pas là, enfin ils n'ont pas ça comme préoccupation, il y a bien sûr des gens qui lisent ici ou là, hein, mais bon, quelques personnes, quoi. C'est vraiment pas l'élément décisif. Je ne sais pas si je réponds à la question. Non, je parle du Togo, ouais, je ne sais pas, ailleurs, au Nigeria, en anglophone, ça peut être différent, mais non. Mais il y a une diaspora africaine, encore une fois, ici, et pour qui, en réalité, en fait, ces gens, d'après ce que j'ai pu constater, ils en ont assez de la politique, l'Afrique, tout ça, avec tous les problèmes là, ils en ont déjà assez comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir écrire quelque chose qui les intéresse aussi. On peut écrire toujours sur l'Afrique ou ailleurs, et puis ces gens vivent en Europe. Et ils ont aussi un autre vécu. Et ils n'ont pas encore leurs écrivains, en réalité. Peut-être Miano essaie, peut-être, mais ils n'ont pas encore leurs écrivains. C'est-à-dire que c'est quoi être européen, africain en Europe, vivant, marié, avec des enfants métis ou pas, enfin, vivant dans un autre décor que celui de l'Afrique. Ça aussi, ces gens doivent avoir leurs écrivains. Et ça, c'est une demande qu'ils m'ont faite, en fait, aussi, pour dire la vérité. Et donc, ces gens peuvent aussi, voilà, ça peut être aussi un lectorat d'un point de vue pratique pour ce qui concerne l'éditeur. Oui, ce que les Nord-Américains appellent les Afropéens. Voilà. Donc, cette diaspora africaine existe, auquel elle s'adresse aussi, auquel elle a oui. Consacré aussi un certain nombre de romans. Hein. Oui. Une dernière question. Une dernière et ensuite question. J'avoue être assez intriguée par le lien que vous effectuez entre le souvenir au niveau inconscient collectif de l'esclavage et la violence actuelle, notamment la violence politique. Alors, je ne sais pas si c'est seulement une hypothèse ou si vous avez observé certains faits ou certaines réflexions qui vous permettent d'établir vraiment ce lien entre une violence très très ancienne qui se manifesterait aujourd'hui par peut-être un désir de revanche
ou peut-être même des vengeances, je ne sais pas, je ne connais pas assez votre peuple pour imaginer cela. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. La violence, vous savez, c'est quoi? C'est de l'ordre de, comment dire, de la manière, par exemple, l'idée que on peut se permettre de faire ça. On peut traiter son prochain de cette façon. On peut traiter la femme parce que, ou comme ceci. Quelqu'un qui est habitué à... Vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est de l'ordre de la pratique sociale. Je vais vous prendre un exemple, par exemple. Moi, j'ai vécu enfant en Centrafrique. Et Bokassa, ça, c'est pas des on-dit, c'est ce que j'ai expérimenté, faisait couper les oreilles aux gens, à des voleurs, à des criminels ou à des gens, des prisonniers. Des oreilles, et parfois même, je crois qu'il a dû couper des doigts. Mais enfant, gamin, je n'étais pas assez conscient, mais je savais ça. J'avais même vu un gars dans mon environnement qui est revenu de prison sans une oreille. Alors, ça, c'est déjà une violence. Mais, sur le moment, ça tétanise, vous savez, ça effraie. Il y a quelque chose qui tétanise les gens, inconsciemment. Mais, en réfléchissant, en lisant par la suite, en devenant étudiant, etc., je relis ça à la violence de l'époque coloniale, parce que Bokassa, lui, il est né au début du XXe siècle, et à l'époque, d'ailleurs, André Gide décrit ça, où, justement, vous savez, pendant ces violences, il est arrivé à des gens de mettre de la dynamite, je suis désolé de le dire comme cela, dans l'anus de gens et de les faire exploser. Albert Londres le décrit. Je crois que c'est Bois d'Ébène, où je n'ai pas le titre, j'oublie, il décrit ça. Il est journaliste, il a fait le voyage depuis l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, le Mali, le Soudan ancien, le français, jusqu'au Congo. Donc, c'est-à-dire que, tout comme dans l'époque, dans les sociétés esclavagistes des Antilles ou d'ailleurs, où on coupait un membre à un esclave qui fuyait, eh bien, dans ces sociétés, dans ces époques aussi, on mutilait les gens. Dans le Congo de Léopold II, on mutilait. Il y a un artiste qui a fait récemment des sculptures, on fait une œuvre avec des mains coupées. Il y avait des mains qu'on coupait. Donc, le Congo belge, hein, le Congo démocratique, les Zaïre actuels. Donc, je vais dire, pourquoi je vais dire, c'est pas pour dénoncer, mais je veux dire que quand vous êtes né dans un contexte et vous avez grandi avec ça, la chose vous paraît être de l'ordre de ce qui se fait, de ce qui se commet. Vous comprenez? Et donc, Bokassa devenu président, ayant le tout pouvoir sur les Centrafricains, décrète ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà comment la violence se transmet. Des gens qui ont vécu des violences, mais terribles. Il faut lire André Gide, il le dit mieux, il était choqué, mais bon, bref. Et donc, quand vous avez vécu ça dans votre enfant, ou même quand on va même dans, je sais pas moi, dans l'ex-Union soviétique ou en Corée du Nord aujourd'hui, des choses qui se pratiquent, vous croyez, vous l'intériorisez et vous arrivez à une situation où vous êtes en situation de force ou peur, vous imaginez naturel de le commettre. Hermann Göring, qui est l'un des lieutenants de Hitler, son père était je ne sais plus quoi exactement, mais dans la Namibie actuelle, qui était une colonie allemande, où justement on a fait un génocide, où on a décimé des gens. Et on peut imaginer qu'il rentre à la maison et ce qu'il raconte, etc. Et Göring, adulte, si aujourd'hui on est choqué d'imaginer que les gens auraient pu commettre, les nazis aient pu commettre à travers l'Europe ce qu'ils ont commis. Mais il y a quelque chose qui est débloqué et on pense que c'est de l'ordre du possible et on le fait. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est cela et la continuité. L'Afrique est un océan de violence parce que tout à l'heure, monsieur évoquait les empires précoloniaux qui étaient très violents. J'ai écrit Ténèbres à midi où un personnage dit que ces empires ont préparé le terrain à la colonisation. Le royaume de Dahomey était un royaume extrêmement féroce où les gens ne produisaient rien. Ils ne faisaient que de la guerre. Ils attrapaient des gens, les autres ethnies. Il y en a qui mettaient sur les champs pour le roi et les autres, ils vendaient aux Européens. C'était tout ce qui leur permettait d'avoir des revenus étatiquement. Et donc, c'est de la violence qu'ils
j'allais dire, s'aimaient quoi, à travers la sous-région. Et qui a tellement brisé les gens que, en réalité, Kourouma le dit, le roman de Kourouma le dit, la colonisation est arrivée dans des endroits où finalement c'était un soulagement. Et que c'était un mieux-être même, pour le dire d'une manière horrible. Vous comprenez? Parce qu'il y a ces violences-là. Bon, une dernière chose que je pourrais vous dire aussi comme violence, c'est... Mais ça touche directement le Togo et mes ancêtres. Et c'est plus en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de centrale. Sans doute parce que je vous ai dit alors qu'il y a des lacs et des points d'eau, un peu des mers intérieures. Les moustiques. Il y a un historien béninois, un professeur d'histoire, qui a écrit tout un livre sur les moustiques. Les moustiques empêchent l'homme de vivre. Même aujourd'hui encore, vous allez en Afrique de l'Ouest, dans les périodes de pluie, vous ne dormez pas. C'est pas facile. Il y a des moustiques. Et donc, à l'époque, vous imaginez, les gens n'avaient pas de moyens, ils avaient des habitats assez précaires. Et il y a des périodes, il y a beaucoup de moustiques et il y a des périodes, il y en a moins. Ils ont mis ça sur le compte des dieux et ils ont inventé des rites et des danses qui leur permettaient de danser toute la nuit, en réalité, de ne pas dormir. Donc ça aussi, c'est de la violence. C'est de la violence c'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous nommez ça, mais que vous ne vous expliquez pas. Vous comprenez? Comme ailleurs, la nature avec le tsunami est une violence, ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre, mais ce sont les pratiques qui se transmettent de génération en génération parce que quand on considère la femme comme ceci, on considère ceux de tel endroit comme cela, et donc on doit pouvoir les traiter comme ceci, et ainsi de suite. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, dans les conflits aujourd'hui que vous voyez dans les États africains, les Hutus, les Tutsis, vous voyez, il y a des trucs, il y a des contentieux, des absurdes qui remontent dans la nuit des temps. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à convaincre, mais enfin, voilà. Mais vous pourriez par exemple lire Les Aubes écarlates, un roman de Léonard Amiano, où elle fait cette hypothèse de manière assez précise, où elle essaie de donner un certain nombre d'éléments. Voilà. Merci beaucoup de votre... peut-être vous pourrez poser la question directement, parce que là je crois qu'il faut... Voilà. Je vous invite, alors je vous remercie de votre attention, merci beaucoup à Théo Ananiso, c'était un grand plaisir. Je vous invite à aller acheter le roman.